Donc, alors d'abord, je remercie pour cette invitation à venir ici à Orléans, où j'ai commencé ma carrière de magistrat, où j'ai commencé aussi l'enseignement universitaire dans cette faculté. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur cette question des fichiers en matière pénale, et donc avec mon excellent collègue Sébastien Pellet, on s'est réparti un peu des tâches, et donc moi je vais traiter plus précisément de la question des fichiers en ce qu'ils sont utiles ou pas d'ailleurs à la manifestation de la vérité, et plus précisément, parce que ça, manifestation de la vérité, c'est un peu le titre, enfin l'appellation un peu ronflante qu'il y a dans le Code de procédure pénale. Plus précisément, si on veut être rigoureux, c'est le rôle des fichiers dans l'élucidation des infractions et l'interpellation de leurs auteurs, le cas échéant. Alors, pourquoi on se pose la question? Parce que il y a une explosion, une augmentation très significative du nombre de ces fichiers caractère pénal, c'est-à-dire des fichiers qui recensent soit des personnes condamnées, soit des personnes mises en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire ou ayant vocation à devenir judiciaire, et notamment un certain nombre de fichiers de police. Alors, je vais essayer de donner une petite liste pour commencer, qui n'était peut-être pas exhaustive, mais qui donne un peu une idée. On a eu d'abord en 1987 le fichier des empreintes génétiques, pas génétiques, digitales, le FAED, qui a été légalisé, alors qui existait depuis longtemps, mais qui a été légalisé par un décret du 8 avril 1987. Ensuite, on a eu le FNAEG, fichier national des empreintes génétiques, qui lui était mis en place en 1998. Ensuite, on a des fichiers qui ne sont pas directement des fichiers liés à l'élucidation des infractions, mais qui sont des fichiers judiciaires. C'est le FIGES qui arrive en 2004. L'année d'avant, en 2003, on a la légalisation des fichiers de police, qui existent depuis très longtemps aussi, mais qui ont été légalisés au niveau de la loi en 2003. Donc à l'époque, ça s'appelait le STIC pour la police. Système de traitement informatisé de constatation des infractions, si je ne m'abuse. Puis il y avait constaté, et le Judex pour la gendarmerie, qui ont été en fait fusionnés en 2014 dans un nouveau ensemble qui s'appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. On a eu enfin, les derniers, ce sont ceux qui ont été légalisés en 2011, qui sont les fichiers d'analyse sérielle, qui servent à orienter l'enquête, sur lequel je vais revenir. Donc on a un grand nombre de fichiers à caractère pénal qui ont pour objet, qui se donnent pour objet d'aider à l'élucidation des infractions. Alors la question, alors ça c'est l'objectif avancé, officiel, dans les exposés des motifs des projets de loi, etc. On vous dit, c'est un gage d'efficacité. La question qu'on doit se poser d'un point de vue juridique, dans une société démocratique, ce qui a été rappelé précédemment, c'est de se poser la question de la légitimité de l'atteinte, puisque ce sont des fichiers qui portent atteinte à un certain nombre de droits, droit à la vie privée, mais pas que. Et donc la question, c'est ces atteintes sont-elles justifiables dans une société démocratique? Et donc, plus précisément, on sait que les critères, c'est notamment que ce soit prévu par la loi. Alors ça, maintenant, c'est le cas, mais il faut quand même rappeler que longtemps, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on avait des fichiers de caractère pénal qui n'étaient pas du tout prévus par la loi, ni par le décret. Ça, aujourd'hui, on va dire, c'est plus ou moins réglé. Deuxième question, est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce que le but poursuivi est légitime dans une société démocratique? Ce sera le premier temps de mon intervention, c'est d'interroger un peu cette question, c'est-à-dire par rapport à cet objectif d'élucidation des infractions. Et dernier critère très important, qui pose le plus de problèmes, est-ce que ces modes de collecte de données sur les gens dans le cadre de procédures pénales sont vraiment proportionnés à l'enjeu, proportionnés à la finalité? Et c'est là où on peut avoir un certain nombre de regards critiques. Alors, premier point, est-ce que ces fichiers, on peut vraiment dire qu'ils poursuivent réellement un objectif légitime dans une société démocratique? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'atteinte est nécessaire? Alors, de ce point de vue-là, sur le papier, la réponse est oui. On peut évidemment considérer que l'objectif d'élucider des infractions est un objectif légitime dans une société démocratique en soi, et ça a évidemment été reconnu depuis longtemps, à la fois par le Conseil constitutionnel
et par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne mérite pas trop de s'y attarder, si ce n'est peut-être que ce qui est assez étonnant, enfin, c'est pas étonnant d'ailleurs, mais ce qui est assez symptomatique, c'est de voir qu'on en fait un objectif en soi, notamment le Conseil constitutionnel dit que c'est un objectif à valeur constitutionnelle, le fait d'élucider les infractions et de rechercher les auteurs, et il ne fait jamais référence à un fondement possible qui devrait être, je pense, celui invoqué, qui est celui de la sûreté. Le droit à la sûreté, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est tout simplement le droit l'idée que seule la loi et pas la force prévaut dans les situations de conflit, et que donc on a un droit à ce que la méconnaissance de la loi soit sanctionnée. Ce qui permet d'éviter quelque part parfois des abus de pouvoir et de dire que c'est la loi qui est la condition de l'intervention du pouvoir répressif. C'est parce qu'on a violé la loi que le pouvoir répressif est légitime à intervenir, mais pas autrement. Et ce qui permet du coup d'éviter des fois des tentations de détendre le pouvoir répressif au-delà de ce qui est nécessaire justement au rétablissement de la loi. Bon, ça c'est une petite aparté, mais ce qui est assez symptomatique pour illustrer la suite. Alors après, le problème qui se pose vraiment, c'est est-ce que ces fichiers contribuent effectivement à l'élucidation des infractions, parce qu'il ne s'agit pas de dire de l'afficher dans la loi, c'est d'ailleurs tous les fichiers qui ont été légalisés disent on fait ça pour collecter des informations, pour élucider les infractions, rechercher les auteurs, collecter des preuves. Donc ça, pas de problème. La question qui se pose, c'est est-ce que ça contribue effectivement, parce que c'est là où on peut estimer que ces fichiers sont ou non légitimes. Alors si on les reprend un peu, alors il y en a que j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, c'est le fichier des personnes recherchées. Qui existe depuis longtemps aussi, qui a été, on lui a donné un cadre précis en 2011, enfin on l'a élevé au niveau législatif en 2011, plutôt on l'a mis dans le code de procédure pénale en 2011, le fichier des personnes recherchées. Alors, si on prend ces fichiers-là, donc on a des fichiers qui, effectivement, eux, ont une utilité réelle dans l'élucidation des infractions. C'est donc ce fameux fichier des personnes recherchées. Pourquoi ? Parce que c'est un fichier qui va recenser tous les ordres donnés par l'autorité judiciaire pour aller interpeller des gens sur la base d'éléments soit de condamnation, ils ont fait l'objet d'une condamnation, soit de mandats qui ont été pris sur la base d'indices graves ou concordants si c'est des mandats d'un juge d'instruction, ou à tout le moins de raisons plausibles si c'est un mandat de recherche. Donc on a des éléments tangibles qui laissent penser que ces personnes soit ont commis des infractions, soit ont pu en commettre, et donc le fichier des personnes recherchées a un objectif évident, une utilité évidente dans l'élucidation des infractions et l'interpellation de leurs auteurs, ce qui est son but premier. On peut faire la même remarque pour le fichier des empreintes digitales et le fichier des empreintes génétiques, qui sont des fichiers à finalité exclusivement judiciaire et qui ont une utilité réelle effectivement dans l'élucidation des infractions, alors qu'il ne faut pas surévaluer, mais qui contribue effectivement dans les situations où on retrouve simplement des empreintes à pouvoir identifier, sinon un auteur, du moins une personne qui était là au moment des faits et qui pourra peut-être apporter des renseignements. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que l'objectif, que la nécessité de l'atteinte, c'est-à-dire que les gens qui voient leur empreinte enregistrée dans ces fichiers, donc c'est une atteinte à leurs droits, mais que cette atteinte est effectivement nécessaire par rapport à l'objectif poursuivi. Alors, un peu plus contestable, enfin en tout cas sujet à discussion, ce sont les fichiers d'antécédents réalisés par les services de police. Le TAJ actuellement, et donc avant le STIC et le JUDEX. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que quelqu'un a été... Alors ces fichiers, pour résumer, ils recensent en fait des informations sur les gens qui ont été mis en cause dans des procédures au stade policier, des procédures pénales mais au stade policier, éventuellement sur les victimes, et puis sur les données d'enquête. Ces fichiers-là, est-ce qu'ils permettent l'élucidation des infractions ? Directement, non. Directement, non. Sauf à considérer qu'une personne qui a été mise en cause par la police, en gros, elle sera nécessairement elle, si on la chope dans le périmètre, elle sera nécessairement elle parce qu'elle a déjà été mise en cause une fois. Ce qui est parfois la logique qui préside à l'utilisation de ces fichiers par certains agents. Mais disons que, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, à quoi sert le TAJ ? Il sert à l'orientation des investigations. Uniquement, il peut servir à ça. Il peut servir effectivement à faire des recoupements, pour pouvoir dire telle personne a été mise en cause avec telle autre personne, donc peut-être qu'on va aller voir telle autre personne dans cette affaire-là, mais il a essentiellement cette finalité-là, et le problème c'est qu'on va lui en donner beaucoup d'autres, je vais revenir à ça dans la deuxième partie.
Autre problème, alors, et donc du coup, là, la nécessité de l'atteinte est sujet au moins à discussion. Autre cas, le fichier des analyses sérielles qui a été créé, enfin légalisé en 2011. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle un peu prosaïquement le profilage. C'est-à-dire que, alors c'est une technique qui a été mise en œuvre par la gendarmerie depuis très longtemps en réalité. Hein. Enfin, depuis très longtemps, depuis le début des années 90, hein, mais qui a été donc formellement légalisée en 2011. La question qui se pose, alors moi, j'ai pas à ma connaissance, mais je n'ai pas de connaissance exhaustive de ce qui se passe dans les procédures pénales, mais de dossiers qui a été élucidés, de dossiers complexes, hein, parce que ça c'est dans les dossiers complexes, dossiers criminels complexes, qui a été élucidé grâce à une analyse sérielle. Mais la question qui se pose, c'est quel sera le statut si jamais on a une donnée qui sort en disant bah, c'est tel profil de telle personne parce que notre analyse donne ça, quelle sera l'utilisation en procédure de ces données-là? La réponse n'est pas évidente. Est-ce qu'une analyse sérielle pourra motiver par exemple un placement en garde à vue de quelqu'un? Est-ce qu'il pourra motiver une perquisition? Est-ce que les éléments qui vont sortir de ces fichiers auront un poids suffisant pour justifier des mesures coercitives ou attentatoires aux libertés dans le cadre d'un procès pénal? Alors moi je n'ai pas la solution, hein, parce que ça faudra que la Cour de cassation se tranche le cas échéant, mais la réponse, à mon sens, n'est pas évidente. Donc, il y a quand même un sujet là-dessus, et donc on voit qu'il faut être très prudent dans l'utilisation qu'on fait de ces fichiers et ne pas considérer, bien les encadrer dans les usages. Et c'est là où il y a, je dirais, pas mal de problèmes, hein, et je vais donc passer à cette deuxième temps de mon intervention, c'est sur le caractère proportionné de l'atteinte, c'est justement dans les garanties qui peuvent entourer l'utilisation et l'alimentation de ces fichiers. Et on peut dire que là, le compte n'y est pas, que la proportionnalité de l'atteinte n'est pas suffisamment garantie. Alors pourquoi? D'abord, ça se passe au stade de l'alimentation de ces fichiers. Alors, déjà, on peut se poser la question de la nécessité du nombre des infractions qui sont concernées. Par exemple, pour le FNAEG, au départ, on vous avait dit, et c'était en 98, hein, c'était uniquement les infractions sexuelles. Et voire même que, surtout les infractions sexuelles commises sur les mineurs. Hein. C'était une loi de 1998 qui visait à réprimer la délinquance sexuelle. Ça a été étendu au fil des réformes. Aujourd'hui, vous avez les infractions les plus courantes, hein, qui concernent en réalité 90 voire 95% des poursuites, elles sont toutes au FNAEG. Et donc, première question, est-ce que le champ des infractions n'est pas un peu trop large? Bon. Alors, sachant qu'au TAJ, vous avez toutes les infractions, hein, qui sont constatées dans les procédures de police. Mais le problème, c'est surtout au niveau du contrôle de l'alimentation, c'est-à-dire du contrôle de la façon dont on va enregistrer les données. Là-dessus, on a des arrêts de la Cour européenne qui sont très clairs. Hein. La Cour européenne a condamné la France dans un arrêt MK du 18 avril 2013 par rapport au fichier des empreintes digitales, dans lequel elle a dit que la durée de conservation et surtout les modalités de retrait des informations étaient beaucoup trop restrictifs et que du coup, finalement, la conservation des données est portée une atteinte excessive. Elle a réitéré cette position en 2014, dans un arrêt de 18 septembre 2014, Brunet contre France, par rapport au STIC, donc ça concernait le STIC, maintenant c'est le TAJ, là aussi avec un problème de durée de conservation et surtout du fait qu'on ne pouvait pas demander, que le retrait était difficile, dans certains cas, notamment quand les gens avaient été mis hors de cause. Donc, il y a un vrai problème dans le contrôle de ces fichiers, dans les modalités qui permettent de faire retirer des fiches qui n'y figurent pas. Et puis, il y a des questions qui vont au-delà des textes. Là, c'est vraiment la Cour s'est à chaque fois prononcée sur le fait que les textes en eux-mêmes ne permettaient pas une proportionnalité suffisante. Et puis, il y a les pratiques. Parce que ce soit le FNAEG ou le TAJ, les gens qu'on a fait figurer, la loi dit qu'il faut qu'il y ait des indices graves ou concordants pour faire figurer les gens. Ça, c'est le critère de la mise en examen, hein, dans la procédure pénale, c'est-à-dire qu'on exige un niveau d'indice assez important, qui est au-delà d'une simple suspicion qui permet de justifier par exemple une garde à vue. La mise en examen, c'est plus important. Il faut quand même
au moins 2 indices qui soient graves ou concordants pour justifier un examen. Et c'est ce même critère qui a été repris pour justifier l'inscription, en théorie, des personnes au FNAEG et au TAJ. Le problème, c'est que qui est juge de ces indices graves ou concordants sur le moment, c'est l'officier de police judiciaire. Et en réalité, ce qu'on a pu constater, que ce soit tant pour le STIC à l'époque, le TAJ aujourd'hui, et le FNAEG, c'est que toute personne mise en cause, et notamment toute personne passée en garde à vue, et donc la garde à vue c'est un stade de mise en cause moins important, c'est la simple suspicion, c'est les raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis, eh bien, étaient systématiquement fichés. Et donc, on a un grand nombre de gens qui sont aujourd'hui fichés sur le TAJ ou au FNAEG sans qu'il y ait des indices graves ou concordants, et parce que, tout simplement, parce qu'il y a eu très clairement des instructions qui ont été faites au service de police pour qu'ils alimentent ces fichiers, pour qu'il y ait de plus en plus de fiches. Et puis surtout, il y a eu un contrôle défaillant de l'autorité judiciaire, puisque ces 2 fichiers sont placés sous contrôle en principe du procureur de la République, et le contrôle n'a pas été fait, mais n'a pas été fait essentiellement faute de moyens. De la même façon, normalement, le procureur de la République, lorsque il y a une décision de classement sans suite, une décision de relax, une décision de non-lieu qui est prise à l'égard de quelqu'un qui figure au TAJ, il doit en aviser sans délai le service de traitement. Mais ce n'est pas sans délai, en fait. C'est que parfois, parfois ce n'est pas fait, et parfois, ça prend beaucoup de temps. Et on sait, par exemple, qu'il y a beaucoup d'erreurs factuelles dans le TAJ. Beaucoup d'erreurs factuelles, beaucoup d'informations erronées, parce que, là aussi, faute d'un contrôle suffisant, faute d'un contrôle interne suffisant, eh bien, on laisse tourner dans la machine des informations qui sont absolument erronées. Juste pour donner un ordre d'idée, par rapport au FNAEG, donc le fichier des empreintes génétiques, et par rapport au fait qu'on a un problème de gens qui y figurent de manière abusive. En 2002, on savait qu'il y avait 65% des gens qui y figuraient parce qu'ils avaient été condamnés. Là, il n'y avait pas de difficulté, condamnés, une décision juridictionnelle, contradictoire, qui a considéré qu'ils avaient commis l'infraction, donc ils y figurent. Cette proportion est passée à 18% en 2012. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des gens qui figurent au FNAEG, c'est les gens qui n'ont pas été condamnés, c'est les gens qui y figurent, parce qu'on a considéré qu'il y avait des indices graves ou concordants, mais encore une fois, tout ça se fait de manière automatique. En fait, toute personne placée en garde à vue finissait au FNAEG jusqu'à il y a quelques années. Donc, gros problème de proportionnalité. Autre problème, et là, tout aussi préoccupant, c'est au niveau des usages qui sont faits de ces fichiers. Alors ça concerne essentiellement le TAJ, le fichier des antécédents collectés par la police. Le FNAEG, le fait, comme je disais, c'est des fichiers à destination exclusive de l'autorité judiciaire, donc là, il n'y a pas de difficulté. L'usage est un usage strictement judiciaire, donc conforme avec la finalité pour laquelle ils ont été mis en place. Le TAJ, c'est différent. D'une part, le TAJ est utilisé par l'autorité administrative et notamment le préfet pour toute une série d'attributions, et notamment pour les concours administratifs, pour les demandes d'agrément, et il est habilité à consulter ce fichier. La difficulté, c'est que ces gens-là, du coup, sont considérés pour les besoins de cette consultation comme ayant commis les infractions pour lesquelles elles sont mentionnées, alors qu'on n'a aucune suite judiciaire, la plupart du temps. On ne sait pas. Donc c'est sur la base d'une simple mise en cause policière, donc sans aucune confirmation judiciaire, et la plupart du temps, il faut savoir quand même que sur 5000 procédures qui sont aujourd'hui soumises à la connaissance des parquets, vous en avez 70% qui ne donneront lieu à aucune réponse pénale. Bon. Ceux-là seront quand même dans le TAJ. Donc du coup, on a des gens, de toute façon, il n'y aura jamais la décision qui dira qu'il n'y a pas eu d'infraction parce qu'on considère que c'était des faits non poursuivables. Donc, on a un vrai problème là de gens qui vont avoir des décisions défavorables les concernant alors qu'ils sont présumés innocents et qu'on n'a pas de garantie suffisante parce que les éléments sur lesquels on fonde la décision sont des éléments qui normalement ne devraient concerner que l'orientation de l'enquête. Autre problème, c'est les usages judiciaires, alors qui ne sont pas les usages, les usages judiciaires abusifs qui eux ne sont pas vus par les textes, mais qui sont bien réels. C'est notamment la tendance à considérer que les inscriptions au TAJ sont des véritables antécédents judiciaires. Et que donc la personne a déjà commis des infractions. En principe, la seule base sur laquelle on doit s'appuyer pour savoir si la personne a déjà commis une infraction, c'est le casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire recense ses condamnations, c'est-à-dire des décisions définitives prises de manière normalement contradictoire, avec des garanties. Et effectivement, juridiquement, seul le casier judiciaire permet, par exemple, de retenir l'état de récidive. Mais la réalité, c'est que les antécédents
otage influe sur la prise de décision des magistrats, à la fois au niveau de la poursuite, puisque quelqu'un qui aura plein de mentions otage, il a plus de chances de faire l'objet d'une comparution immédiate, alors même qu'il aura un casier judiciaire néant, ou avec des mentions pour des choses qui paraissent de faible gravité, que quelqu'un qui n'a pas de mention otage. De la même façon, quelqu'un qui a plein de mentions otage a plus de chances d'avoir une condamnation plus élevée, quelqu'un qui n'a pas de mention, alors même que, précisément, on ne sait pas si les faits sont avérés, on n'a aucune garantie. Alors, ils le sont peut-être, mais on n'a aucune garantie réelle. La seule garantie, encore une fois, c'est le caractère contradictoire, juridictionnel de la décision. Donc, là, il y a un vrai problème et il faudrait sans doute que la loi prévoie que la simple mention otage ne peut pas, déjà ne permet pas de retenir la culpabilité, hein, qu'aucune condamnation ne peut être fondée. Alors, c'est pas le cas, mais peut-être il faudrait le préciser dans la loi, hein, comme c'est le cas par exemple pour les aveux. Et puis surtout de dire qu'il ne doit pas être tenu compte d'une mention à ce fichier dans l'appréciation de la peine. Alors, on dirait que ça ne changera peut-être rien en pratique parce que qu'est-ce qui interdit aux gens de le faire quand même et de ne pas le dire, mais je pense que ce serait peut-être intéressant de le signifier. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que ces caractères, ces abus, en tout cas ce caractère assez peu proportionné des fichiers, ça ne sert pas du tout l'efficacité de la réponse pénale. Hein. Pour reprendre l'adage, hein, qui trop étreint mal embrasse, plus on a d'informations, plus on collecte d'informations un peu, et surtout de manière non vérifiée, que ce soit factuellement ou judiciairement, moins finalement on est efficace à identifier les faits qui posent réellement problème. Hein. Donc il faut aussi être conscient de ça et que l'excès d'information tue l'information, y compris en matière pénale.